Pour le cours d'aujourd'hui, je vais essayer de terminer, d'aller au bout. Et pour ce faire, j'ai dû faire un choix. Parce que je veux faire le comptage, au moins donner les idées, les propriétés du système qu'on a besoin pour faire le comptage. Et pour faire cela, j'ai dû renoncer à calculer l'entropie de la mesure que j'ai construite la dernière fois. Parce que en calculant l'entropie, on ne gagne rien par rapport au comptage, ça ne donne pas beaucoup d'informations. Par contre, il y a une propriété qui est le fait que le flow mélange par rapport à cette mesure, c'est cette propriété qu'on a besoin. Donc, je vais essayer de démontrer cette propriété en supposant que la mesure réalise l'entropie. Okay? Donc, je ne vais pas faire le calcul d'entropie. Et si vous voulez le faire, il y a la définition de l'entropie métrique et aussi dans mon article, vous pouvez voir comment on calcule cette entropie. OK. Bon, je vais essayer d'aller au comptage en un moment, peut-être à 10 minutes de la fin. On ne sait pas. Laisse-moi vous rappeler là où on était. On avait notre surface. OK, avec tout ce qui va avec, sans point conjugué. On avait notre qui est homomorphique au disque. OK, je peux juste mettre D, c'est le disque. Et on avait construit une famille de mesures. Et ce sont des mesures qui sont supportées vers le bord. Je veux dire, le support de l'UP, c'est tout le bord. Et aussi, c'est des mesures qui sont invariantes par l'action du groupe fondamental, OK? Pas les éléments. C'est égal. C'est égal. C'est tout le bord. Oui. Pour tout P, et aussi on avait montré cette propriété que ces mesures sont absolument continues par rapport à l'un par rapport à l'autre. Ça, c'est les eurocycles de Boozman. Oui. Et aussi, c'est invariant. OK. Et de cette mesure, on avait construit une mesure mu bar, mu, qui est donnée par, on prend H, bêta P, si eta, D nu P, si, D nu P, eta. Ça, c'est une mesure qui est dans le produit cartésien du bord, moins tu enlèves la diagonale. Okay? Et de cette mesure, on a construit une mesure nue qui vit dans l'espace unitaire tangent. Et c'est un tilde. Je dois l'appeler tilde juste parce qu'après, je dois aller vers le quotient. Bon, donc, il y a un choix qu'on devait faire ici. Ça, c'est dans l'espace unitaire tangent. Ah, c'est un borélien de SM tilde. OK? La dernière fois, j'étais allé très rapide. J'ai dit que cette mesure, c'est sigma fini. C'est fini dans les trucs compacts, dans les ensembles compacts. Pourquoi c'est fini? Parce que la seule manière que cette mesure ne soit pas finie, c'est quoi? Ça explose. Le produit de Gromov, laisse-moi vous rappeler, c'était ça. Tu prends deux points. Tu prends le point P quelque part. Tu prends l'eurocycle, l'eurosphère, je sais pas. Et ça, c'est le produit de Gromov. Ça, c'est ta bêta P. La seule manière que ces distances explosent à l'infini, c'est que ces deux points s'approchent. Okay? La seule manière que ça explose, c'est que ces deux points s'approchent. Mais si j'ai un compact, je peux m'assurer que... c'est pourquoi j'ai dit que c'est sigma fini. Okay? Et maintenant, ce que je veux faire aujourd'hui, je veux partir de cette définition de la mesure, juste le fait que ça satisfait ces propriétés-là, et d'essayer de démontrer que le flot est mélangeant. Le flot est mélangeant par rapport à cette mesure. OK, définition maintenant.
OK, avant ça, juste des notations ici. On a F, SM vers SM, ça c'est le flot géodésique. OK? Le flot géodésique. Et si on prend soit mu, une mesure de probabilité, une mesure de probabilité. Maintenant, on dit que le système F, mu, est mélangeant si tu as la mesure de F moins T à intersection avec B, ça tend vers la mesure de A fois la mesure de B. OK, c'est ça la définition de mélangeant. Et A et B, c'est des boréliens. Ça, c'est quand T tend vers infini. A et B sont dans SM, des boréliens. Okay? Il y a aussi une manière d'écrire ça en utilisant les fonctions, okay? Les fonctions qui sont intégrables. On peut remplacer ça par du plan multiplié par psi d mu, ça tend vers... c'est équivalent, OK? Équivalent à dire ça. Ça tend vers l'intégrale de d mu fois l'intégrale d mu. OK? C'est une propriété qui est utilisée pour faire le comptage. C'est très important. J'ai sauté l'ergodicité. Okay? J'ai sauté l'ergodicité. OK, je vais définir peut-être l'ergodicité. Ici, pour la notation, là, tu es sur la vérité ou tu es toujours sur le revêtement? Non, je suis maintenant sur SM. C'est l'espace unitaire tangent de la surface. C'est une variété de dimension 3 qui est compacte, sans bord. Je ne suis plus dans M tilde. Mais d'ici peu, je vais retourner là-bas. OK, on va montrer ça, mais on va supposer que c'est ergodique. Okay? C'est une preuve que j'aime beaucoup. C'est un résultat très, comment dire, très joli de Babilo. Ce n'est pas seulement pour cette mesure. Okay? C'est n'importe quelle mesure qui a une structure de produit dans le bord et aussi qui voit un peu d'hyperbolicité. Okay? C'est la démarche que je vais expliquer ici. Ça marche pour toutes les mesures qui ont des structures de produits dans le bord et qui voient un peu d'hyperbolicité. Je vais dire pourquoi cette condition. Et je dois aussi dire que, par exemple, on a cette mesure que j'ai construite là, qu'on appelle, certains appellent Bowen-Margulis. C'est la mesure qui maximise l'entropie. Mais il y a une autre mesure qui est la mesure de Liouville. Okay? En général, c'est différent. C'est seulement, si tu es homogène, les deux coïncident, okay? C'est la même mesure. Mais si tu es en courbure variable, généralement, il y a ces deux mesures. Il y a même la conjecture de Katok qui te dit que si ces deux mesures coïncident, ça veut dire que l'espace est localement symétrique. Et c'est même démontré en dimension 2 que c'est vrai. Et en dimension supérieure, c'est toujours ouvert. Juste pour dire que ce que je vais faire, ça marche pour les mesures qui ont des structures de produits, mais la mesure de Liouville, quand c'est courbure variable, n'a pas de structure de produit quand tu projettes sur le bord. Okay? C'est quoi l'idée de Babio? Je dois définir le birapport du bord. Je ne sais pas comment on dit encore. Birapport. En anglais, c'est cross ratio function. Cross ratio.
C'est quoi le bulle rapport? C'est une fonction qui est définie dans le bord. Tu prends, ok, je dois prendre la définition exacte parce qu'il y a beaucoup de si, état et de trucs comme ça. Avant que je mélange tout. C'est défini comme ça. C'est cette fonction qui est définie, ça prend 4 arguments dans le bord. Disons, ça prend 2 géodésiques. Dans ça, carré. Ok, ça c'est moins la diagonale. Vers R. Ça prend. Okay, c'est quoi? C'est. Ok, il y a la définition un peu algébrique qui n'est pas très intuitive pour moi. Bon, mais après, je vais donner une interprétation dynamique. Moins. Ça, c'est les produits de Gromov, ok? Le produit de Gromov que j'ai là-bas. Bêta P si état plus bêta P si prime état prime. C'est ça le truc, la fonction du but rapport. Et il y a une interprétation ou bien une interprétation dynamique. Ça ne dépend pas de P, ok? Ça, c'est des trucs que vous pouvez vérifier. Vous pouvez aussi regarder l'article de Françoise Dalbo sur les spectres marqués, sur les surfaces, quelque chose comme ça. Interprétation dynamique. Peut-être je vais me trouver un peu d'espace ici, parce que je dois écrire un truc un peu comme ça. Ici, l'avant-dernière ligne de cette définition. Oui. Si on devait mettre des parenthèses sont des parenthèses. Voilà. Ok, ça, c'est un ensemble. Oui, c'est ça. Ouais. Le but rapport, c'est comme ça. Par exemple, si tu prends C prime, état prime, comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu traces les géodésiques qui joignent. Bon, vous pouvez essayer d'utiliser cette formule, mais c'est très compliqué. Et le but rapport, c'est quoi? Par exemple, tu pars de n'importe quel point sur cette géodésique ici. N'importe quel point sur cette géodésique. Tu traces la courbe, l'horosphère, comment dire, l'horosphère instable ou bien quelque chose comme ça. C'est ça, non? Et ça intersecte cette géodésique ici. Et de là, tu fais encore le truc stable, comme ça. Et de là, tu fais le truc instable. Et de là, tu vas faire le stable. Ça, c'est les horosphères. Et cette intersection, ça intersecte ici. Et maintenant, cette distance-là, c'est le but rapport. Ça, par exemple, si ça, c'est V, W, ce W, c'est exactement W. Bon, dans mon article, il y a un lemme qui dit ça, ok? C'est un lemme. C'est F du B rapport C prime état prime de V. C'est une caractérisation dynamique de la fonction B rapport quand tu as un peu d'hyperbolicité, quand tu peux écrire les horosphères, ok? Mais ça, c'est très général. La distance, c'est quoi? C'est la distance entre la distance entre ce point et ce point-là. C'est ça le but rapport des 4 points. Non, ça ne doit pas être nul du fait que le flot est contact. Du fait que le flot géodésique est contact. Dans ce cas, laisse-moi déresser. Bon, ça peut être nul. Bon, si tu prends celui-là. Oui. Si tu prends ces deux-là égales, il y a aussi
C'est pas défini pour tous ces gars-là. Par exemple, si tu prends celui-là égale celui-là, c'est l'infini. Non, mais il y a des quadruplés distincts pour lesquels c'est nul. Mais c'est pas nul pour tous les quadruplés. Oui, c'est ça. Oui. Mais il y a un, comment dire, il y a un voisinage très petit que là où, si tu es dans ce voisinage, si tu fais le dessin pour des géodésiques différents, tu auras toujours un gap. Parce que j'ai discuté hier avec des gens qui sont intéressés sur le fait que le flow géodésique, c'est contact. Ça donne information sur la structure de contact. En dimension 2, c'est peut-être jamais nul, non? Sur les surfaces, en courbe strictement négative, en dimension 2, c'est jamais nul. C'est jamais nul, oui. Voilà. Oui. Et, Oui. dimension plus grande, ça peut être plus B. Ouais. Et dans ton cas, là, parce que toi, du coup, c'est sans point singulier, là, c'est pas en courbe strictement négative. Oui, mais on peut toujours. C'est quand même jamais nul. Oui, c'est jamais nul, même dans ce cas. C'est jamais nul, même dans ce cas, oui. Ouais. OK. Ce que je disais, c'est que, par exemple, si vous prenez cette courbe-là fermée dans le truc, cette courbe fermée, cette courbe-là, qui est fermée, si vous intégrez le truc là, la forme de contact, c'est exactement le birapport, n'est-ce pas? Parce que la forme de contact, le noyau contient la stable, instable, stable, instable. Ça, c'est exactement le... Et de l'autre côté, si tu utilises Stokes, c'est quelque chose comme ça. En quelque sorte, il y a des gens qui utilisent le birapport pour définir la mesure de Liouville, parce que le birapport a l'information sur des alphas. Donc, tu peux aussi l'utiliser pour définir la mesure de Liouville. Donc, ça contient des informations sur la mesure de Liouville, mais aussi ça contient des informations sur le spectre marqué. Il y a cet exercice, peut-être vous allez le faire ce soir. Exercice. C'est-à-dire que si tu prends un élément du groupe, ça c'est une très mauvaise notation. Gamma, c'était toujours le groupe, qui n'est pas l'identité. Disons, gamma a deux extrémités du bord. Si tu prends ça, gamma moins, gamma plus, et gamma eta, ça c'est 2 fois la longueur de gamma. Ça c'est pour tout étant dans le bord. Et gamma plus et gamma moins sont les points fixes de gamma dans le bord. Okay? Gamma a un axe qui est invariant, gamma plus, gamma moins. D'ailleurs, c'est ce que Jean-Pierre Hotal a utilisé pour démontrer le truc là, comment dire, Mach Length Spectrum Rigidity, le terme de rigidité sur les longueurs marquées de surface. Par exemple, si tu as deux surfaces qui ont les mêmes spectre de longueur marquée, donc c'est une surface isométrique. Et l'isométrie, c'est que, par exemple, ça contient l'information sur le spectre. Donc, tu vas construire une application de Mobius du bord de l'autre. Donc, Jean-Pierre Hotal a pu trouver maintenant des coordonnées dans le bord pour faire ramener cette application qui est de Mobius, que ça devient une isométrie sur la surface. OK, juste pour vous dire que c'est une fonction très intéressante pour les gens qui font dynamique. C'est aussi très utilisé en système dynamique pour montrer que les flots mélangent d'une manière exponentielle. Cette fonction-là. Par exemple, il y a Liverani, Tarangelo et Liverani qui a montré que les flots d'Anosov de type contact mélangent d'une manière exponentielle. Il a juste utilisé le fait que ça, c'est holderien, le truc là. Les flots d'Anosov. Oui, les flots. Le spectre dont tu parles ici, c'est le spectre des longueurs. Des longueurs, oui. Et en fait, si tu prenais par exemple, tu as en fait la géométrique, n'est-ce pas, tu as la méthode hyperbolique. Tu prends le Laplacien de Bertrand. Oui. Tu as les valeurs propres. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre les
informations, du fait tu parles d'isométrie, entre ce spectre de longueur et le spectre... Oui, oui, je pense qu'ils sont étroitement liés. Oui, 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 oui. Je pense qu'il y a maintenant une démonstration très récente de cette conjecture en dimension supérieure par Colin Guillermo et Thibault Lefebvre, qui ont montré ça localement. Ils ont utilisé l'Laplacien de la métrique, mais avec beaucoup d'analyse. Moi, je n'ai pas pu lire cet argument, mais c'est étroitement lié, oui. Flow d'Anosov, flow, contact, ok. Sont mélange d'une manière exponentielle. Mélange exponentiellement. Exponentiel, c'est que ça tend vers ça d'une manière exponentielle. Pardon? Non. Dolgopiat, il a utilisé deux... Bon, pour les surfaces, c'est Dolgopiat, je suis d'accord. Pour surface, c'est Dolgopiat. Mais Dolgopiat a deux conditions. Dolgopiat a besoin que la variété stable soit de classe C1, la variété instable soit de classe C1 et que ça soit contact. Mais tu peux avoir contact sans que les... C'est quand même la méthode de Dolgopiat. Enfin, je veux dire, ouais. Oui, c'est la méthode de Dolgopiat. Il a besoin d'utiliser les inégalités de Dolgopiat, bien sûr. Oui. Dans le cas des surfaces, c'est exactement Dolgopiat parce que quand tu as une surface, tu as exactement les fibrés stables, c'est de classe C1. Et c'est Dolgopiat. Mais Dolgopiat, ses conditions, c'est ça. Dolgopiat a besoin que ES, EU, les deux soient de classe C1 et aussi que ça soit contact. Mais l'Hiverani, il a juste besoin que ce gars-là laisse invariant une structure de contact. L'Hiverani, c'est quoi? Il existe alpha, contact, tel que alpha égale alpha. Maintenant, quand tu as ça, le noyau de alpha, c'est exactement ES plus EU. Maintenant, tu peux avoir ça qui est de classe C1, mais pas individuellement. Mais Dolgopiat, dans son argument, dans son papier de 1999, qui est dans les annales, il avait besoin que ces deux soient de classe C1. Mais l'Hiverani n'a pas besoin, il avait juste besoin, c'est pourquoi j'ai dit l'Hiverani, parce que l'Hiverani, il avait juste besoin que ce gars-là, alpha, D alpha, soit de classe holderienne, cet état. Bon, c'est basé aussi sur les travaux de Tchernov aussi. Quand je dis Dolgopiat aussi, je pourrais dire Tchernov aussi. Oui, c'est un domaine là où je travaille beaucoup pour montrer le facteur mélangeant. Ok, peut-être je vais utiliser, puisque vous avez demandé la question, pour vendre un peu mon papier. J'ai démontré pour la première fois qu'il existe des ouverts de flow d'Anosov qui mélangent exponentiellement. J'avais aussi besoin d'utiliser ce truc-là. Ce n'était pas connu parce que les gens pensent que les flows d'Anosov général mélangent d'une manière exponentielle. Ça doit être résiduel, ça doit être ouvert et dense. Mais les méthodes de Dolgopiat ne donnent pas l'ouvert. Les méthodes de l'Hiverani aussi ne donnent pas l'ouvert parce que quand tu as un flow d'Anosov, ces deux-là, c'est de classe C1. Quand tu perturbes le champ de vecteur, tu n'as plus C1. Quand tu as un flow d'Anosov qui est contact, quand tu perturbes le champ de vecteur, ce n'est plus contact. Bon, j'ai pu trouver avec un co-auteur, Olivier Batelet, des flows d'Anosov tels que si tu perturbes, c'est toujours mélange. Bon, mais ce n'est pas l'objet de la présentation. Anyway. OK. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'à comptage, mais on va voir. On va voir jusqu'où on va aller. OK. OK. Maintenant, comment on va utiliser cette fonction pour démontrer mélangeant? Il y a un lemme de Babilo dans son article, c'est en 2002. Il dit que, OK, maintenant, je dis, tu as un flow. Un flow n'est pas mélangeant. Ça, c'est juste beaucoup d'analyse.
un flot n'est pas mélangeant. Si n'est pas mélangeant, alors il existe une fonction. Phi. OK, moi je suis dans l'espace intertangent. OK, je ne vais pas parler de régularité. Tel que est une suite de temps qui tend vers l'infini, tel que phi compose avec f moins fsn tend vers... Cette convergence est presque partout, OK? Si, et phi compose f moins sn. Ça, c'est un lemme juste très général qui donne la négation de mélangeant. Ça doit impliquer ça. Ça, c'est presque partout. Et cette limite-là n'est pas constante, OK? C'est ça ce qui est intéressant, c'est que n'est pas constante. C'est ça, ce lemme de Babilo que je vais utiliser pour montrer que le flot est mélangeant. Okay? Ça, c'est général. Ça, c'est général, c'est la négation de ça. Babilo a caractérisé la négation de mélangeant. C'est ça. OK? Maintenant, je vais vous montrer comment. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le théorème ou bien le lemme, c'est quoi? C'est que f mu Born-Margulis. OK, je n'ai pas dit, c'est ça Born-Margulis, c'est où ça? C'est la mesure qu'on a construite ici. OK, je l'ai effacé. C'est la mesure qu'on a construite, je l'appelle Born-Margulis, OK? Et mélangeant. C'est quoi la preuve de ça? La preuve, c'est qu'on suppose par contradiction, n'est-ce pas? On suppose F n'est pas mélangeant. Qu'est-ce qui veut dire? Donc, j'ai ça. J'ai cette fonction-là. Maintenant, j'aime beaucoup cette démonstration parce que c'est simple et c'est très court. Bon, j'ai factorisé beaucoup de trucs ici. Pour arriver à presque partout, tu dois utiliser des trucs de Borel-Cantelli et tout ça. La convenance qu'il avait, c'est L2, mais après des trucs de Borel-Cantelli et tout ça, tu peux dire que c'est presque partout. Il y a un truc d'analyse à faire là-bas. Mais après qu'on ait ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On construit cette application. C'est quoi cette application? Ça va de S, M, tilde, vers les sous-groupes de R. Je veux dire les trucs de A à Z. Ça, c'est les sous-groupes. Sous-groupe de R. Que fait cette application? Tu prends V, qui est ici, et tu associes aux périodes de cette application. Les périodes de l'application à T donne F, phi, compose FTV. OK. Là, j'ai relevé toutes ces quantités vers le revêtement universel. Il y a ça qui est donné par le lemme de Babilo. Je les prends dans le revêtement universel. OK? C'est cette fonction-là. OK. Ça donne des périodes. Les périodes, c'est un sous-groupe. OK? Mais qu'est-ce qu'il faut remarquer ici? Que
Cette application est invariante par le flot géodésique. Okay? Parce que si je suis dans FTV, je vois les mêmes périodes. Phi de V égale phi de FTV, n'est-ce pas? C'est invariant. Et pourquoi je vous disais tout à l'heure que j'ai omis l'ergodicité, mais je vais l'utiliser ici. Okay? Mais vous allez me permettre d'utiliser que ce gars-là, c'est ergodique. C'est l'unicité qui donne l'ergodicité. Je l'ai sauté. Si j'ai le temps après, je vais revenir. Sinon, quelqu'un peut regarder l'article ou bien l'après-midi, on peut en discuter en privé. C'est invariant. Donc, ce gars-là étant ergodique, implique qu'il y a un sous-groupe qui marche pour presque tous les vecteurs. C'est-à-dire qu'il existe un A dans R tel que phi de V, c'est AZ pour mu BM presque tout. Je ne sais pas si c'est du français ou c'est pour presque tout V par rapport à cette mesure. Okay? C'est l'ergodicité qui donne ça. L'ergodicité, ça veut dire que des fonctions invariantes sont constantes. C'est ça l'ergodicité. Cette fonction, c'est invariant. C'est invariant par le flot géodésique. Maintenant, d'où vient la contradiction? Je n'ai pas compris ce que c'était ce sous-groupe de R. Les sous-groupes, c'est une application qui va oui, vers les sous-groupes de R. Sous-groupe discret. Oui, sous-groupe discret, oui. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que je comprends rien? Oui, l'application, ça prend un vecteur et ça donne les périodes de cette application-là. Les périodes. Mais en général, donc cette application, qu'est-ce qui dit que c'est pas juste le sous-groupe 0 ou tout le monde? Oui. Par exemple, si tu OK. C'est une bonne question. Pourquoi peut-être j'avais mis ça? Par exemple, si OK. Je vais répondre à ça. Je vais juste utiliser le birapport pour vous montrer ça. Si tu regardes la figure que j'ai là en bas, OK, je vais utiliser, je l'ai ici, je pense, oui. OK, je l'ai ici. Je l'ai ici. Par exemple, si tu prends la valeur de cette fonction-là, ça veut dire que ces gars-là, c'est dans les périodes. Les birapports, c'est des périodes. Pourquoi? Parce que la fonction psi qu'on a construite ici, psi, c'est la limite. Psi doit être constant le long de cette variété stable. Parce que ça doit être constant aussi le long ici, ça doit être constant ici, ça doit être constant ici. Oui. C'est psi qui vient de ça là. Et ça, cela veut dire que psi égale constant dans les variétés instables, et aussi psi, c'est aussi constant, peut-être différent constant, dans les variétés instables. Stable. Ouais. OK. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que dire qu'il y a un seul groupe qui marche, il y a un seul groupe qui marche pour tous les éléments, tu peux prendre un vecteur typique pour la mesure de Born-Margulis. Et tu peux voir que OK. Peut-être c'est très rapide. C'est confus. OK. Tu peux faire peut-être que tu l'as dit, excuse-moi. Le but, c'est de montrer que psi est constant. C'est pour ça qu'il y a ce... Oui, il y a ce phénomène. Le but, c'est de montrer que psi est constante. C'est pourquoi j'ai insisté sur ça. La contradiction de Babylone n'est pas mélangeant, ça implique que phi n'est pas constant. C'est ça la contradiction. Hein? Tu vas juste montrer que
Est constante, oui, oui. Oui. OK. 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 Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que si tu prends C prime, état, C, ça c'est 0. Ça c'est 0, par définition. Par définition. Par définition. Tu peux utiliser ça ou tu peux utiliser ça pour voir. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Je dis que si tu perturbes ces deux un tout petit peu, tu vas créer un gap. Aussi petit que tu veux. Parce que ça, c'est continu, OK? Le birapport, c'est continu. Si tu perturbes un peu, tu vas créer un gap. Pour état prime proche, je veux dire ça, proche de C prime, on a ça, c'est positif. OK? On peut choisir de sorte que c'est positif. Et c'est continu. Donc, ça ne doit pas être discret comme ça. Et ça, c'est une période. Et pourquoi j'ai insisté sur le caractère produit de la mesure? Parce que ça, c'est presque partout. Ça, c'est presque partout. Donc, quand tu perturbes, tu dois perturber en restant sur la mesure, l'espace de mesure totale. OK? Maintenant, qu'est-ce qui me permet juste de changer état et état prime sans les changer simultanément? C'est juste le fait que cette mesure a une structure de produit. Là, tu peux juste changer état et état prime indépendamment. Et ça, c'est une contradiction. Est-ce que c'est clair ou bien c'est pas clair? Ça, c'est une contradiction parce qu'on me dit que ça doit être discret. Là, c'est continu. Ça tend vers 0 quand C prime tend vers état prime. Ça, c'est une contradiction. Contradiction. OK. Ça, c'est une contradiction. Pardon? 30 minutes? 50, OK. Pardon? Ah oui, parce que regarde, OK. Dans le cas hyperbolique, réfléchissons dans le cas hyperbolique. Dans le cas hyperbolique, la fonction psi, c'est constant le long de cette variété. Pourquoi? Parce que, psi, disons, j'ai ici V1, par exemple. Si je regarde psi de V1 moins psi de V1 moins V. Psi, c'est la limite quand, ici je vais vers l'infini. C'est psi, c'est la limite quand n tend vers infini de phi compose S moins n V1 moins phi compose S moins n. Il y a quelques détails à voir ici. Maintenant, puisque ces deux-là sont dans la même variété instable, ils vont être de plus en plus proches. Donc, ça doit être 0. OK? Donc, la fonction est constante ici. Et de la même manière, en utilisant ça, la fonction est constante là-bas. C'est constant ici, c'est constant ici. Donc, qu'est-ce qui veut dire? C'est exactement ce qu'on aura, c'est exactement phi de f du birapport, c'est égal à phi de V. C'est ça ce que j'aurai. OK? C'est ça ce que j'aurai. Donc ça, c'est une période. C'est clair? OK. Phi est continu, oui. Tu peux choisir phi continu. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup d'analyses que j'ai sautées ici. Ouais. Il y a des trucs d'analyse que j'ai sauté ici. Tu peux supposer que phi est continu. Okay? Il y a un peu d'analyse à faire ici. Il faut utiliser des trucs de Borel-Cantelli et des trucs d'analyse et je ne veux pas les faire ici. Okay? C'est ça. Et vous voyez la contradiction au moins? Et le caractère que la mesure, c'est une mesure de produit aussi, c'est très important ici. Comme je disais tout à l'heure, je veux perturber ces deux gars-là indépendamment. En restant, je vais rester dans
dans un ensemble A tel que mu de A égale à 1. Mu de A égale à 1, parce que ça, c'est vrai presque partout. Okay? Ce n'est pas partout, c'est presque partout. Donc, si la mesure n'a pas la structure de produit dans le bord, ça ne marche pas. Par exemple, dans l'article de Babilo, ce qu'elle a fait, c'est que la mesure doit être D mu, qui doit être égal à D nu, D nu. Ça doit être une mesure de produit dans le bord. Et cette mesure doit avoir un peu d'hyperbolicité. Pourquoi je dis doit avoir un peu d'hyperbolicité? Parce que j'utilise la convergence ici. Ça doit avoir les points où les orosphères contractent. Okay? Un truc que je n'ai pas montré, c'est que, pour le moment, je vais peut-être le dire en dernière partie, c'est que cette mesure donne une mesure nulle pour les orosphères qui ont des flats, qui tu n'as pas la convergence. Cette mesure, c'est une mesure hyperbolique. C'est supporté sur les orosphères où tu as au moins une certaine contraction. OK. Je vais essayer maintenant de passer. OK. OK. Je vais essayer de passer. Ça, c'est une contradiction. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. OK. Si ce n'est pas clair, après, on peut discuter davantage de ça. Maintenant, je vais essayer de faire le comptage. Vous montrer les étapes du comptage qui utilisent la dynamique ici. Ouais, peut-être je devais dire qu'on devait essayer de vérifier ça. Je pense que tout le monde a vu ça. Le fait que si c'est constant dans les variétés instables, au moins quand tu as une certaine hyperbolicité, c'est constant dans la variété stable, cela implique que le bi-rapport, c'est des périodes de cette application-là. Et le bi-rapport, c'est continu. Donc, là, ça me dit que les périodes, c'est discrète. C'est un seul sous-groupe qui génère tout. OK. Essayons d'aller vers le comptage. OK. Ici, j'ai utilisé l'ergodicité que je n'ai pas démontrée. OK. J'ai utilisé l'ergodicité ici. Si vous voulez, si j'ai le temps, après je peux dire pourquoi c'est ergodique. On va voir. Maintenant, pour le comptage, je vais réécrire le lemme que j'étais bloqué la dernière fois. Et en lemme, c'est que pour tout gamma, j'ai pu vérifier avec T-MEM, elle va présenter la démonstration dans l'identité. Il existe une géodésique telle que gamma de C égale à C. Mais non, cette géodésique-là descend à une géodésique fermée sur l'espace unitaire tangent de la surface. Et la longueur de ces géodésiques fermées, c'est un multiple de la longueur de gamma. Je vais dire comme ça. Par exemple, quand tu prends pi, qui est défini de SM tilde vers SM, okay, c'est juste la projection naturelle. Okay? Dans ce cas, pi de C est une géodésique fermée. Ou bien c'est une géodésique fermée. Géodésique fermée parce que exactement ce que tu as, c'est quoi? C'est gamma de C de T. C'est égal à C de T plus gamma. Pour tout T. C'est exactement ça. Et ici, T sera un multiple de la longueur de la géodésique fermée. Pardon, ça. Là. Et multiple de la longueur de pi de C. OK? Ça, c'est une courbe fermée. Pourquoi j'ai des multiples? Parce que tu pouvais prendre gamma carré. Quand tu prends gamma carré, ici, tu auras 2 gamma. Mais il y a un élément primitif qui va représenter la longueur. OK? C'est ça. Et un autre truc que je vais faire, c'est... Vous avez peut-être tous entendu parler de closing lemma.
Ici, on doit démontrer un certain closing lemma, donc ce genre de truc. Parce que pour faire le comptage des orbites périodiques, bon, si ce n'est pas homogène, si c'est homogène, c'est différent. Tu peux utiliser d'autres techniques, mais les trucs de Margulis, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle un closing lemma. C'est quoi un closing lemma? Un closing lemma, ça veut dire généralement, si tu as un point qui est récurrent, ça doit avoir un point périodique qui est dans le voisinage. Bon, je vais énoncer je vais juste dire c'est quoi récurrent implique existence de points périodiques. C'est ça globalement un closing lemma, mais dans chaque contexte, tu peux définir de quel lemma tu parles. Existence de périodique, orbite ou bien géodésique fermé. Oui. Ça, c'est valable pour n'importe quel flot ou bien pour le flot géodésique? Non, pour le flot, la démonstration que j'ai faite, c'est juste pour le flot géodésique. Bien sûr, pour le flot holocyclique, ça ne marche pas. Ouais. OK, c'est quoi en quelque sorte? Si tu as un ouvert, tu as l'orbite qui rentre encore dans cet ouvert. Le closing lemma me dit qu'il doit y avoir une orbite fermée ici. C'est ça closing lemma. C'est ça closing lemma, raflé. OK? Je vais essayer de démontrer. Maintenant, dans notre cas, on a besoin que ce voisinage soit quand tu es anosophe, tu peux choisir n'importe quel voisinage. Margulis l'a fait pour n'importe quel voisinage. Mais dans notre cas, avec les problèmes d'hypervélocité qu'on a, on doit choisir un voisinage bien, comment on dit encore, bien spécifique. C'est ça. Okay, je vais essayer de le faire ici. Donc, premièrement, avant d'écrire le lemme, je vais d'abord définir pour quel genre de voisinage on a ce lemme. Okay? Le voisinage, c'est comme ça. Je construis une boule comme ça. Par exemple, si je prends un vecteur, je suis dans... OK. Ça, c'est pas un disque. OK, mais on va voir. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Et je prends un angle, ici, epsilon, et j'envoie ces deux points vers le bord. Les géodésiques, OK? Maintenant, je prends l'ensemble des vecteurs qui sont dans ce cône-là. OK, ça c'est PF, P comme past, F comme future. OK? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends, ça c'est un truc de dimension 2 pour le moment. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais un petit truc par des flots. L'objet qu'on a ici, par exemple, si je prends tous les vecteurs d'angle epsilon ici, j'ai un truc de dimension 2 qui est transverse au flot. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je le mets un peu plus grand en mettant un truc sur le flot de longueur epsilon. C'est ça les genres de voisinage que je considère. Ça, je l'appelle B. B, c'est quoi? C'est exactement F, T, W, pour T plus petit que epsilon, et W, l'angle entre W et un V0. V0, c'est B soit doit être centré à V0, c'est inférieur à epsilon. C'est exactement ça. Tu prends ce point, tu prends le truc et tu fais maintenant le flow. Tu fais, ça, c'est un voisinage. OK? OK, good. Alors, c'est ça le lemme maintenant. Pour T plus petit que epsilon. Utilisons. OK, c'est bon.
T plus petit que epsilon. S'il existe, si T est dans R, tel que F, T, B, alors il y a une géodésique fermée dans cette boule, dans ce voisinage. Alors B contient une géodésique fermée. C'est ça le closing lemma que j'ai ici. Donc, une géodésique fermée. C'est ça ce que je décrivais ici. Ça, c'est exactement la condition de Ricaran. Ça retourne ici et je dis qu'il y aura une géodésique fermée. Comment on peut démontrer ça? Hein? S'il existe un seul T, ouais, s'il existe un T, j'ai juste besoin d'un T. Et je n'ai pas besoin que ça revienne. Un seul T. S'il existe, ok. S'il existe, et non seulement ça, je peux vous dire que la longueur de cette géodésique fermée, c'est comparable à T. C'est T plus ou moins 4 epsilon ou quelque chose comme ça. De longueur approximativement T, c'est T là, plus ou moins 4 epsilon. Quelque chose comme ça. Oui, c'est pas vrai ça pour de T petit, on a toujours 50%. Ah oui, T doit être plus grand que l'injectivité, le rayon d'injectivité. T doit être plus grand que le rayon d'injectivité, oui. T doit être plus grand que le rayon d'injectivité. C'est fait de telle sorte que quand je prends le truc dans le recouvrement universel, il doit avoir un élément du groupe qui l'envoie ici. T doit être plus grand qu'un truc, oui. C'est vrai. Ouais. T doit être plus grand que l'injectivité radius. Ou bien T doit être plus grand que le minimum des longueurs de gamma. Et gamma, c'est dans gamma moins identité. Quelque chose comme ça, oui. Quand on prouve ça, c'est juste un théorème de point fixe. C'est juste un théorème de point fixe. C'est quoi cette récurrence? Disons, cette condition, on va comment on dit encore le revêtement? On va relever tous ces gars-là dans l'espace unitaire tangent. OK? Donc, dans l'espace unitaire tangent de... J'ai mon B ici. Et j'ai peut-être mon F, T, B qui est ici. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a un élément du groupe qui envoie ça ici. Tu dois avoir l'intersection là, non empty. C'est-à-dire qu'il y a gamma appliqué à... Okay, je ne vais pas me fatiguer trop. C'est ça. C'est ce que ça veut dire que l'intersection n'est pas zéro. OK? Maintenant, il y a un élément pour gamma et dans gamma. C'est ça ce que cela veut dire. Maintenant, la manière dont ce truc-là est construite, disons que j'ai mon passé, B, c'est comme ça. Dans le passé, dans le futur, ça doit contenir ce gars-là. C'est comme ça, dans le futur. La manière dont c'est construit avec P et F. P et F, OK? Pardon? Oui, je suis dans le revêtement, je n'ai pas mis B tilde et truc, oui. Oui, il doit y avoir des tildes, mais oui, c'est vrai, oui. Je peux le revêtement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si ce gars-là intersecte B encore, cela veut dire que à P, tu peux montrer que, ou bien il existe
UP, en voisinage de P dans le bord, que P, c'est dans UP, tel que gamma de UP, ça est dans UP encore. C'est-à-dire que quand tu as ça c'est juste une propriété du fait que les éléments de gamma sont hyperboliques. Quand tu prends n'importe quelle partie ici, il y a même, je dois dire, il y a une itération de gamma qui doit l'amener au point fixe là où il est. OK? Maintenant, on a ça. Je te dérange, peut-être je te dérange. Non, même pas. L'intercession, c'est le vide ou zéro? C'est non, vide. Pardon. Ne déplace pas B. Pardon? FT ne déplace pas complètement B. Tu as déplacé B, c'est ça l'idée. Par exemple, j'ai ici mon B, j'ai un point tel que, le point, disons que B contient un point périodique. Si je prends ce point périodique, après, quand tu fais l'itération de la période, ça va revenir ici. Non, ça veut justement dire que FT déplace complètement le. Ne déplace pas complètement B. Ah, c'est nous. Oui, déplace Oui, pas. c'est nous. Bon, c'est récurrent, il y a des points qui vont s'échapper, qui ne vont plus revenir, mais il y a des points qui vont revenir. Ouais. C'est ce que je peux dire. OK? Ça. Et ce gars-là, tu peux le choisir comme un disque et tu trouveras un point fixe. Ça, c'est un disque. OK, le bord ici, c'est S1. Ça, c'est un disque. Si tu prends l'application gamma de UP vers UP, ça, un point fixe par Brouwer ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un disque. C'est l'application est continue et tout ça. Admet un point fixe. Admet point fixe. Appelons ça gamma plus ou gamma moins. Gamma plus. OK. Il y a une chose que je ne comprends pas. Ouais. C'est l'ouvert du tangent unitaire. Pardon? B, oui, c'est l'ouvert du tangent unitaire, oui. C'est pas vrai que pour trouver tout l'ouvert du tangent unitaire, si on va assez loin, on regarde toujours? Non, c'est pas vrai. C'est ça ma condition. C'est ça ma condition. Je ne vois pas comment faire pour ne pas. Il n'est pas mixing. Le jeu de cycle n'est pas mixing. Logical mixing. It is. Dans les cas hyperboliques, comment c'est vrai? Oui. Une surface hyperbolique, si on avait ouvert, on fait avancer un ouvert, on va Oui. toujours revenir dans la même. Oui. Mais ma condition, c'est quoi? S'il y a un B qui revient, donc ce B doit contenir un point fixe. Une géodésique fermée, oui. Ça admet un point fixe. Et là aussi, tu peux trouver un ouvert ici, pour gamma moins 1. Tu peux trouver un UF. Dès que cette application admet aussi un point fixe, disons c'est gamma moins. Maintenant, la géodésique qui joint gamma plus à gamma moins sera un axe de l'isométrie de gamma. La géodésique, c'est gamma moins, gamma plus qui joint ces deux bouts-là est un axe de gamma. C'est juste un point fixe, un terme de point fixe. 30 minutes, OK. 30 minutes, OK. Maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Disons, on essaie de faire le comptage. Disons, on essaie de compter le nombre. Disons, on prend PT. OK, je vais passer à grand T. PT, c'est le nombre. C'est l'ensemble des géodésiques fermées qui passent par B. Qui passe par B. OK, B c'est fixe, OK? B c'est fixe, OK? J'ai un B qui est de cette forme. OK, il y a PF et tu fais dans la direction du flot. Disons, on essaie de compter ça, la cardinalité de P. C'est ça notre problème. Oui, c'est le T là-bas. J'ai juste changé parce qu'après, je veux prendre un T qui varie et un T qui est fixe. Mais non, on peut trouver une bisection
entre PT et cet ensemble-là. Je peux noter gamma T aussi. C'est l'ensemble des gamma dans le groupe fondamental tel que cette propriété est vraie. Disons, gamma F moins T B intersect B c'est non-empty. Ça, c'est dans le revêtement universel, ok? Tout ça, c'est dans le revêtement universel. Je peux prendre cet ensemble-là, gamma T. Ce qu'on vient juste de montrer, le corollaire du closing lemma, c'est quoi? C'est qu'il y a une bijection entre ce gars-là et ce gars-là. PT, bijection et gamma T. Ça, c'est une bijection. Pourquoi? Parce que si tu as un orbite fermé, un géodésique fermé, tu as le gamma. Okay? Parce que les géodésiques, leur homotopie n'est pas triviale. Okay? Tu auras un gamma. Et si tu as un gamma, on vient de voir qu'il y a une géodésique fermée. Okay? Oui, qui passe par B. Oui. Ça, c'est une... Maintenant, le problème de comptage, maintenant, on va passer à un problème de comptage dans le groupe fondamental, des éléments de gamma. Donc, pour compter ça, on peut juste compter ça. Pardon? C'est le corollaire de ça. Par exemple, cette direction, c'est simple. Cette direction, c'est simple. Et l'autre direction, c'est le closing lemma. Ça, c'est simple. Et l'autre, là, c'est closing lemma. On va voir. J'ai pas encore utilisé des trucs dynamiques. C'est bon toujours. Moi, je veux toujours dire les trucs qu'on va utiliser. Par exemple, on va utiliser le fait que les géodésiques fermés sont équidistribués. C'est juste 3 trucs géodésiques fermés sont équidistribués. Je vais vous dire ce que cela veut dire. Sont équidistribués. Deuxièmement, on va utiliser le fait que mu BM a une structure de produit. Une structure de produit. Et troisièmement, on va utiliser le fait que le flot est mélangeant. Ce sont ces 3 ingrédients qui donnent le comptage. Mélangeant, on l'a vu, ok? Structure de produit, on sait c'est quoi. C'est que la mesure, c'est donné par le produit de 2 mesures. Et géodésique fermé équidistribué, c'est quoi? Cela dit que si tu peux définir une mesure. Disons, j'ai C de T. C de T, c'est l'ensemble des géodésiques fermés, pas passant par B, juste sur l'espace, sur tout l'espace. C'est l'ensemble des géodésiques fermés de longueur inférieure à T. Bon. J'ai pas mis T ici, je dois mettre des géodésiques fermés qui passent par B de longueur inférieure ou égale à T. Inférieure ou égale à T. C'est l'ensemble total. Ça, c'est l'ensemble total, OK? Des géodésiques fermés. De longueur inférieure à T. Inférieure ou égale à T. On peut faire le truc suivant. On définit une mesure, nu de T. Tu sais, les mesures, tu peux les évaluer dans des fonctions, OK? Pour définir une mesure, juste de savoir qu'est-ce qu'il fait aux fonctions continues, OK? Tu peux dire ça, c'est C dans C de T. Oh, pardon, c'est la somme de C dans C de T. OK. 1 sur la cardinalité de C de T et l'intégrale le long de C de la fonction. OK? Ça définit une mesure. Phi, c'est une fonction continue. C'est 0 SM.
C'est une fonction continue. Pour définir une mesure, tu veux juste savoir qu'est-ce que la mesure fait aux fonctions continues. Qu'est-ce que je fais? Si j'ai juste 2 points périodiques, c'est l'intégrale de cette fonction le long de ce gars-là. OK. Il y a des trucs à écrire encore. Parce que je dois faire comme ça. Maintenant. C'est 1 sur la cardinalité de C de T, la somme des C dans C de T, géodésique fermée, 1 sur la longueur de C, de cette géodésique. Tu dois faire la moyenne, quoi, de C de phi. C'est ça. C'est ça. Ça définit une mesure. C'est juste comme si tu as un point périodique ou bien un point fixe, tu peux juste donner une masse à ce point fixe et tu définis ça, c'est la mesure. S'il y a un point périodique, tu distribues le long de la période. Si tu as 2 points périodiques, tu distribues le long des 2 points périodiques. Si tu as un nombre fini, tu distribues comme ça. Équidistribution, c'est le fait que cette mesure converge vers la mesure de Born-Margulis. Oui. Quand je fixe... OK, c'est une bonne question. Dans le cas où la courbure est négative, c'est fini. Dans le cas où je peux avoir ce genre de surface-là, on peut penser que c'est infini. Par exemple, il y a tous ces gars-là qui sont... C'est un nombre... c'est pas dénombrable même. Et du coup, on compte les free homotopic classes. On compte juste les free homotopic classes. Donc, tous ces géodésiques, tu les prends comme une seule géodésique. OK? On compte juste les free homotopic classes. Bon, dans le cas où c'est hyperbolique, tu n'as pas ce problème. Dans chaque free homotopic class, il y a une seule géodésique fermée, là-bas. Mais dans le cas général, sans point conjugué, tu peux avoir ça. Donc, le comptage, je devais dire, je compte les free homotopic classes. OK? On me permet de me balader un peu, d'identifier certains. OK? Oui, c'est une question très intéressante. Il me reste combien de temps? 22 minutes, OK. OK. Maintenant, équidistribution. Je vais vous dire qu'est-ce qui est derrière ça. Je ne peux pas faire la preuve. Équidistribution, ça veut dire que nu T converge vers mu Born-Margulis, la mesure qu'on a construite. J'ai sauté l'unicité de la mesure, le fait que la mesure est unique. Mais ce qu'on peut montrer, c'est que cette mesure-là, l'entropie de cette mesure, ça va converger vers l'entropie topologique. Donc, c'est une mesure qui maximise l'entropie. C'est unique, ça doit être celui-là. Et pourquoi... Bon, je n'ai pas défini l'entropie d'une mesure, donc peut-être... Mais pour ceux qui connaissent, c'est quoi l'entropie d'une mesure? Cette mesure, pour voir que ça converge vers la mesure qui maximise l'entropie, c'est juste parce que cet ensemble-là, ça croît d'une manière exponentielle. Ça vient juste du fait que ce gars-là, log 1 sur t, limite, quand t tend vers infini, ça c'est l'entropie topologique. Et pour voir ça aussi, ce n'est pas très difficile, je pense. Hein? Non, ce n'est pas ça que je démontre. Non, j'utilise ça. Ça, ce n'est pas difficile. Ça, tu n'as pas besoin de beaucoup de machinerie. Du coup, tu as l'entropie, c'est positive. Il y a Katov qui te dit que ce nombre, c'est exponentiel et l'exposant, c'est h. Du coup, l'entropie, c'est positif. Ce que je veux démontrer, c'est ça maintenant. C'est plus fort que ça. Je veux démontrer que ça, c'est exactement sur ht. C'est plus que ça. Ça te dit que le nombre là, ct, c'est inférieur IHT, une constante. Ou bien c'est inférieur, oui. Maintenant, on va faire plus. Ouais, on va faire plus. Mais ça, ce n'est pas difficile. C'est juste que si l'entropie est positive, il y a Katov qui te dit que le nombre de périodiques points, c'est exponentiel et l'exposant, c'est l'entropie. Ça, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Ici aussi, vous pouvez le voir sur le fait que le groupe fondamental, la définition de l'entropie de Manning, c'est comment les boules croient sur l'espace, le revêtement universel. Maintenant, ça croît
c'est comme la croissance du groupe fondamental aussi. La manière dont c'est exactement la croissance du groupe fondamental, et le groupe fondamental croît comme l'exposant CH. Oui, c'est pas difficile ça. Et du coup, oui, le fait que ça converge vers une mesure qui maximise l'entropie, c'est parce que ce nombre c'est exponentiel et l'exposant c'est l'entropie. Donc pour calculer l'entropie de cette mesure, pour les gens qui connaissent comment on calcule, tu vas juste prendre chaque orbite périodique, tu mets un Bohr ball, c'est ça ta partition, et tu fais nu tu alpha, log alpha, tu vas trouver que c'est l'entropie. C'est ça, ok? Je ne vais pas m'attarder beaucoup. Et il y a l'équidistribution qui est ça, mélangeant on connaît. Ok, maintenant je dois dire comment on va combiner ces trois pour faire le comptage, pour arriver à quelque chose comme ça. Ok. Peut-être j'ai le temps de parler de... Okay. Premier lemme qui utilise le fait que la mesure, c'est une mesure de produit, la construction qu'on a, c'est que la mesure mu bm de ce gars-là, de B intersect gamma star F TB, je dois vérifier le truc exact. Oui, ça c'est égal à I. Ok, je vais effacer ça. Ouais, j'ai oublié de dire, je devais dire que le comptage, il y a un comptage qui est facile. Ça c'est facile. Ça c'est facile, je devais le dire. Ce qu'on veut, c'est quelque chose comme ça, marguleus. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça c'est I, H, T fois la mesure de B. C'est ça ce que je veux voir. Et pour voir ça, ce n'est pas difficile. Pour voir c'est quoi la mesure de Born-Margulis d'un ensemble, j'ai besoin d'envoyer cet ensemble à l'infini, ok? De l'envoyer à l'infini. Ok, il y a epsilon ici. Pardon. Oh non, le epsilon, ça est dans la mesure de B, pardon. Oui, le epsilon, ça est dans la mesure de B. Qu'est-ce que je fais? Je prends cet ensemble, je l'envoie au bord et je mesure ce que j'ai sur le bord. Et cet ensemble-là dans le bord, disons que B, c'était paramétrisé par P. B, c'est paramétrisé par P, F et epsilon. OK? P, F, epsilon. OK? On a l'habitude d'écrire P fois F et tu fais epsilon. C'est ça ce qui paramétrise B. Si tu as les deux extrémités au bord, qui est donné par l'angle, tu as juste besoin de savoir combien tu bouges sur la direction du flot. C'est ça ce qui paramétrise B. Maintenant, le gars là, gamma B, gamma va me déplacer au passé. OK, je vais FT et gamma va me déplacer au passé. C'est comme si j'ai quoi? C'est comme si ici j'ai gamma P fois F epsilon. Maintenant, la mesure de ça, je peux savoir, par exemple, je peux savoir la mesure, c'est quoi le rapport entre la mesure de nu de et mu. Parce qu'on va utiliser cette propriété. D nu P over D nu gamma P. On avait démontré ce truc-là hier. C'est exactement I, H, bêta, P, gamma, Q, C, OK? Oui. C'était quoi M? C'est une mesure de d'abord. Oh, pardon. C'est BM, pardon. Pardon. C'est Born-Margulis, pardon. Oui. Gamma B. Gamma P, oui, gamma P, oui.
Et ça, les propriétés de Boozman te disent que ça, c'est IH, la longueur de gamma, en quelque sorte. Et la longueur de gamma, c'est comparable à T. Je devais pas mettre égalité ici, je devais mettre que il y a epsilon, il y a plus ou moins 4 epsilon. OK? C'est exactement cette dérivée de Raoult-Nikodym qui te permet de faire ce calcul. Et maintenant, je sais que le temps est court pour pouvoir expliquer tout ça en détail. Hein? Il faut compter maintenant. Bon, je suis en train de compter. Regarde maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on sait la limite de ça. OK. On va connaître maintenant c'est quoi la mesure de B intersecte avec F moins T, FTB. Cet ensemble-là, tu peux... OK. Disons là... OK, pardon, excusez-moi. Je mets dans le document manuel. Ça, c'est dans la variété. Ça, c'est exactement la cardinalité de gamma T multipliée par la mesure... Grand T, pardon. BM de B intersecte gamma, pour certains gamma, OK? FTB. Pourquoi? Parce que cet ensemble, tu peux l'écrire avec la réunion des gamma qui sont des gamma. Je veux dire juste que B intersecte FTB, c'est la réunion gamma dans gamma de B intersecte gamma FTB. Là, c'est du béthyle, oui. Là, c'est du béthyle, oui. Quand j'ai mis gamma, c'est du béthyle, oui. Ouf. Et là, je suis proche de trouver ça, tu vois. Je suis proche de compter ça. Donc, cette cardinalité, c'est le rapport de ces deux mesures, OK? Donc, cardinalité de gamma T, c'est le rapport de ces deux-là. Mu BM de B sur mu BM de B tilde. Et ce gars-là, on sait. Et ce gars-là, ça va converger vers où? Ce gars-là va converger vers mu de B au carré, n'est-ce pas? Parce qu'il y a mélangeant. OK? Ce gars-là, ça, quand tu es très grand, c'est environ IHT mu BM de B. Parce qu'il y a mu BM au carré et il y a mu BM ici en bas, qui vient ici, de ce gars-là. Oh, ici c'était moins, pardon. Ici c'est moins, pardon. Excusez-moi. Oui, parce que ça l'envoie vers le passé pour aller... Ouais, c'est ça. Ici, sur la première ligne, après gamma, après la parenthèse, cardinalité de gamma, Oui. qu'est-ce qui suit? Fois la mesure de cet ensemble-là. Le terme qui vient avant. Ça. Juste après, avant le point. Ça. Pardon. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah, c'est très confus alors, ce que j'écris. OK. Maintenant, oui, c'est ça. Et on utilise le truc là, ce gars-là, l'équidistribution, pour essayer de trouver c'est quoi la mesure de B aussi. On peut le mettre en rapport avec ça. On peut essayer de voir ce que j'écris ici. Ça veut dire que pour T très grand, mu BM de B, c'est approximativement de B. OK? Parce que j'ai dit que cette famille de mesures converge. Il y a l'équidistribution. Et c'est quoi ça?
Ça, je peux savoir. Ça, je peux savoir. Ça, je peux savoir ici. C'est juste la cardinalité. Par exemple, tu vas mettre phi, c'est l'indicateur. C'est l'indicateur de B. C'est juste la cardinalité de PT. Oui, ça c'est... Ok, essayons de voir si je peux faire la dernière analyse. Pardon, oui? Hein? Oui. 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 Oui, tu es supposé que c'est dans l'axe, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on a ça, on a chaque élément qui satisfait ça, le closing lemma. Il y a un axe qui passe par B. On doit prendre ce P-là. Oui. Oui, on doit prendre ce P. Et du coup, quand on combine ces trucs-là, on aura exactement la cardinalité. C'est... J'ai combien de temps? 7 minutes. 7 minutes, ok. Oui. C'est plutôt qu'il y a une superman qui passe par mais les parties dedans. Oui, c'est ça. Merci, oui. Oui, bien sûr. Il existe une géodésique fermée. Qui passe par B. Oui, tu as parfaitement raison. Donc, on a pu compter oui, ce que je disais, c'est ça. Tu utilises le truc de... ici, on utilise le fait que ça, c'est équidistribué. Ça veut dire que ça converge vers. Et que quand tu mets ici le B, c'est juste ça, tu comptes juste les gens qui sont... qui passent par B. Donc, à un moment donné, après quand on remplace ça, ici et là, qu'est-ce qu'on aura? C'est la cardinalité de PT, c'est de la forme EHT, voilà la mesure. Maintenant, il y a une dernière analyse, Il y a une dernière analyse c'est juste de l'analyse. Je suis sûr que je ne vais pas me rappeler de cette étape. Il y a une partie pour généraliser de B vers l'espace tangent. Il y a une analyse, il y a des calculs à faire qui va te dire que ça l'information, ça contient B. Et de là, il y a de l'analyse. Je ne peux pas le faire ici. On peut discuter sur le papier qui te dit que maintenant, la cardinalité totale sur l'espace tout entier, ça, c'est de l'ordre EHT sur HT. Il y a des trucs à faire, il y a des analyses, il y a des epsilon et des trucs à prendre ici. Je pense que je n'ai pas l'énergie pour le faire. On peut, si quelqu'un est intéressé, on peut discuter sur cette partie. Mais la partie la plus importante, c'était comment compter les orbites fermées qui passent par un détecteur. C'est ça, Margulis, il appelle ça un détecteur. La construction de ce détecteur, c'était important pour Margulis parce qu'il avait besoin que ce détecteur soit ce qu'on appelle le produit local. Le produit local. Par exemple, quand tu prends la variété instable et la variété instable forte et la variété stable, l'intersection, c'est un seul point.
Ça, c'est des trucs qu'on n'a pas quand on met les points, quand on n'a pas, quand la courbure est inférieure ou égale à 0. On n'a pas ça. Mais l'idée géniale dans ces travaux, c'est basé sur un travail de Russell Ricks. C'est lui qui avait fait, qui a pu construire ça, qui a pu construire cet ensemble-là, qui est vraiment le détecteur où tu peux compter les géodésiques qui passent par ce détecteur. Et parce que le problème que les gens avaient, c'était pour reproduire l'argument de Margulis, c'était le produit local, on ne l'a pas. Le produit local, on ne l'a pas. Margulis avait besoin que le B, tu as des stables, tu as des instables et tu as ça. C'est ça le B de Margulis. Mais là, quand on a ces genres de surface, avec courbure 0 ici, tu ne peux pas assurer la transversalité des variétés. Et Russell Ricks, il a fait ça dans les espaces 4-0 espace. Et ce qu'il a fait, il a juste fait ça. C'est ce qu'on appelle les coordonnées de Hopf. Ça, bon, il l'appelle coordonnées de Hopf. Le fait de construire B en se basant sur ce qui se passe à l'infini. Tu prends P et F et epsilon. Ça c'est les coordonnées de Hopf. Et ça permet de ne pas avoir le problème de transversalité que Margulis a. Et Margulis avait besoin de transversalité pour pouvoir démontrer le closing lemma. Pour démontrer le closing lemma, tu as besoin de transversalité. Là, avec les coordonnées de Hopf, on a pu démontrer closing lemma juste utilisant le fait qu'à l'infini, tu as des points fixes. Peut-être je vais m'arrêter là. Et s'il y a des questions, ou bien des discussions, des analysations, ou bien des contre-exemples, je suis ouvert. Merci.